Bienvenue dans le podcast En toute vulnérabilité. Mon intention ici est de créer un véritable cercle de partage sonore, où la vulnérabilité est à l'honneur et où chaque émotion est célébrée. Dans chaque épisode, moi ou mon invité, on va te livrer des moments de vie qui illustrent ce propos et les leçons que nous en avons tirées. Aucun sujet ne sera tabou ici. On va parler spiritualité sans bullshit, partager nos leçons de vie et ce que j'ai appris des belles personnes que j'ai pu accompagner, et aussi de la maternité. Je suis ton hôtesse, Nina Cagnac, praticienne en développement perso qui aide les autres à retrouver leur pouvoir. Mon but, que dans chacun de ces épisodes, tu y trouves au moins une pépite, une information qui t'aide à avancer dans ta vie. Alors installe-toi, ouvre ton cœur et c'est parti pour l'épisode du jour. On a tellement à découvrir ensemble. Salut Natacha, et je suis trop contente de t'accueillir sur le podcast En toute vulnérabilité. Tu es ma première invitée et ça me fait trop plaisir que tu sois là. Merci de partager ce moment avec moi. Toi et moi, on se connaît depuis longtemps, mais avant que je me lance, je vais juste te laisser un temps pour te présenter et aux éditeurs qui ne te connaissent pas. Voilà. Merci Nina, moi aussi je suis hyper contente d'être ton invitée sur ce podcast. J'adore, c'est trop bien. Et effectivement, on se connaît depuis très longtemps. Je suis médium de naissance. Et c'est comme ça que je me définissais parce que au fil du temps, je pense qu'il y a d'autres choses qui se mettent en place et on se dit « Ah ben non, je préfère être ça » ou « Je suis comme ça » ou « Je suis comme ça ». En tout cas, j'ai commencé par le chamanisme il y a 10 ans. Et après, je n'ai jamais cessé de me former à des nouvelles techniques spirituelles, énergétiques. Et c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés avec la QHHT. Et puis, je suis aussi auteure de 2 romans fantastiques. Parce que écrire, c'est mon petit plaisir personnel et si je peux le partager, ben, c'est tant mieux. Et je suis aussi praticienne en Feng Shui. Merci beaucoup. Donc oui, toi et moi, on s'est effectivement rencontrés grâce à l'hypnose. Tu venais juste de te former en QHHT et tu es venue faire une séance avec une collègue pour voir comment ça se passait. Et tu m'as choisi moi, ce qui est plutôt cool, parce que je n'étais pas juste à côté de chez toi, mais c'était chouette. Tu es venue, on a fait une incroyable séance. Et comme tu venais de loin, on en a profité. Il y avait une soirée méditation organisée par une autre collègue ce soir-là. D'ailleurs, Sandra, je te salue si tu es par là. Et on est directement allé à sa soirée méditation et on était plusieurs praticiennes, c'était un peu en dehors de Paris et du coup son gentil mari est venu nous chercher avec son van pour placer tout le monde. Et truc incroyable, je raconte ça parce que c'est le début de tout ce podcast, mais truc incroyable, je monte dans le van en premier et il y avait ton chéri et il y avait ton fils, on va l'appeler enfant numéro 4, donc 4e enfant qui était là. Et dès qu'il me voit, il me court dessus, il me saute dessus et il me fait un énorme câlin. Et tout le monde me regarde dans le van en me disant « Mais est-ce que tu le connais ?» Et j'étais là « Non, c'est la première fois que je le rencontre. » Mais tu vois, il arrive, il saute dessus, moi je l'accueille, je le prends et tout. Et après, toi, tu étais en train de faire des choses, tu arrives après dans la voiture, bien évidemment, il va avec toi, mais une fois que ton mari m'a déposée, je suis rentrée chez moi et j'étais dans mon lit et j'étais en train de repenser à ce câlin. Et juste d'y repenser, ça m'a fait fondre en larmes. Et je me suis retrouvée à pleurer toutes les larmes de mon corps. Et en même temps que je pleurais, j'étais en train de voir qu'il avait probablement été mon fils dans une vie passée. Qu'il était dans ce câlin, il était en train de m'envoyer cette espèce d'amour qui venait réparer toutes mes blessures de tous les enfants que j'avais pu perdre à travers d'autres vies, et que c'était en fait comme un gigantesque soin qui était passé à travers ça. Et je pouvais pas me l'expliquer, c'était juste... voilà. Et en même temps, j'ai pas trop cherché à comprendre sur le coup, j'avais juste ces informations-là qui arrivaient. Mais voilà, donc j'avoue que ça a créé un certain lien entre nous deux. Parce que je t'en ai parlé après et c'est là où tu m'as raconté tout ce qui s'est passé autour de cet enfant-là. Et c'est ça que j'ai envie de partager aujourd'hui dans cet épisode parce que voilà, je pense qu'il y a chaque grossesse est différente.
Chaque enfant est différent, mais ton histoire, elle a quelque chose de particulier et tout ce podcast, il est là pour justement partager des choses qu'on n'entendrait peut-être pas d'habitude, mais qui, je pense, sont importants d'être partagées parce que soit cette histoire, elle va résonner avec vous, soit elle va vous toucher et que en fait, il y a quelque chose à prendre pour tout le monde. Donc, ma chère Natacha, est-ce que tu veux bien déjà me donner ta version de ce qui s'est passé et m'en parler un peu plus? Bien sûr, c'est vrai que déjà j'ai 4 enfants et ce bébé-là, quand il te rencontre la première fois, il a à peine 3 ans, hein, je me rappelle et on va l'appeler bébé numéro 4, comme ça on va nommer nos enfants, comme ça et on vient avec le van parce qu'on vient, comme on arrive de loin, on vient à Paris avec tout le monde en famille parce que j'ai ma sœur qui habite à Paris et c'est comme ça que je te rends visite. Donc c'était très commode pour mon gentil mari de ramener tout le monde, de faire le tour. Mais il ne pouvait pas se passer de bébé numéro 4 parce que, évidemment, bébé numéro 4, il a 3 ans, donc il faut suivre papa ou maman partout. Et donc, effectivement, c'était juste magique parce que je m'occupe à affairer toutes nos affaires dans le coffre pendant que tout le monde monte. Et dès que bébé numéro 4 te voit, mais je vois qu'il ne te lâche plus, je me dis oh, oh bah super, trop trop bien, au moins je peux m'occuper. Et effectivement, je me rappelle que tu m'en avais parlé, on avait eu le temps d'échanger, que tu m'avais dit mais moi je ne veux pas d'enfants, mais comment, waouh, c'est trop bien, tu as 4 enfants, mais waouh, bravo, et que tu venais juste de m'en parler dans la journée en fait. Ce qui est assez intéressant dans tout ce que tu dis, et c'est vrai que c'est très révélateur, c'est que en réalité, on ne se rend pas compte à quel point nos enfants sont extraordinaires. Et on n'imagine pas un seul instant que nos enfants vont nous changer la vie. D'ailleurs, j'ai toujours pensé que c'était pas, on naissait parents en même temps que nos enfants. On devenait parents avec nos enfants parce que on a beau avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 enfants, on ne réagit pas de la même façon avec nos enfants. On est différents, pourtant on les aime de la même façon, c'est ce dont on a l'impression, mais l'amour est complètement différent en fonction de ce qu'ils ont besoin de recevoir. Alors, je parle de ça parce que je parle des langages d'amour qui sont différents en chacun de nous et en chacun de nos enfants, effectivement. Et quand ce bébé numéro 4 te saute dans les bras, c'est littéralement sauter dans les bras, hein, et que j'entends mais tu le connais, tu le connais, tu le connais. Je me dis mais oui, en fait, bien sûr qu'il la connaît, mais bien sûr, évidemment, mais c'est sûr. Et en fait, et c'est vrai qu'on aurait tendance à penser que nous, en tant que père, mère, en tant que parents, de voir un enfant aller dans les bras de quelqu'un d'autre en se disant mais c'est bizarre, il se connaît à peine, ou, etc. On aurait aussi tendance à penser, quand tu m'as téléphoné, que tu m'as dit mais je suis sûre qu'on s'est connus dans une autre vie, on aurait plutôt tendance à penser mais non, mais c'est mon enfant en fait. Qu'est-ce que tu me racontes? Et en fait, en ce qui me concerne, ça n'a pas été du tout le cas. C'est que pour moi, je reconnaissais que cet enfant, ouais, c'est pas étonnant parce que en vrai, les familles d'âmes, elles se reconnaissent, elles se retrouvent. On parle de ce contexte de famille d'âmes qui est, on rencontre pas les gens par hasard. Bah ouais, bah là, on était quasiment dans ce cas-là en fait. C'était extraordinaire. Et puis, je me rappelle aussi que tu m'avais dit, mais après avoir pleuré, quand tu m'as téléphoné le lendemain, tu m'as dit, j'envisage la perspective, j'envisage d'avoir un enfant. Ça y est. Mais j'ai trouvé ça mais juste extraordinaire. Je me suis dit, mais waouh, quoi. Waouh. Alors effectivement, on peut parler
de cette naissance autour et de cette conception autour, parce que oui, comme tu dis, chaque enfant, chaque conception, chaque enfant sont différents, mais même rien que ça, mais Ouais, parce que j'ai eu une grande phase où c'était non, absolument pas d'enfant, jusqu'en 2016 quand j'ai pris de l'ayahuasca. Là, je suis passée à peut-être. Et effectivement, voilà, ça a précipité un peu les choses, ou ça m'a fait évoluer, on va dire plus. Ça m'a fait évoluer d'un cran, parce que bon, il y a encore, je crois que ça a été du coup 3 ans après que moi j'ai eu mon enfant. Mais donc il y a un temps qui s'est écoulé entre tout ça. Mais c'est vrai que je suis passée par toutes les phases, à tous les moments. Donc ouais, ouais, tout à fait. Mais d'ailleurs, j'ai été, enfin, pour moi, ça a été vraiment un plaisir de pouvoir te dire ça aussi, que je pense qu'il avait été mon fils dans une autre vie, sans que ça crée de réaction chez toi, de jalousie ou d'autres choses, tu vois, parce que voilà. ça aurait pu. Mais non, en fait, et c'est ça qui est. Et bon, toi et moi, on a une connexion spéciale aussi, donc voilà. Mais ouais, c'était vraiment chouette de pouvoir partager ça avec toi, quoi. Ouais, mais tu as raison, même si toi et moi, on a une connexion spéciale. En vrai, c'est pas si facile que ça, hein, de reconnaître que, bah, en fait, mon enfant, il a été, peut-être, il a une connexion particulière avec un étranger, parce que pour le coup, là, ici, à ce moment-là dans notre vie, tu es une étrangère. Et on se dit, bah, waouh, la connexion se fait, mais et moi alors? Tu vois, on aurait tendance à se dire, mais attends, mais moi, j'existe plus en fait. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que si on reste dans ça, ben évidemment, la relation et les relations, elles se cassent et elles s'abîment, alors que bah là, en fait, c'était observer. C'était vraiment le cas, hein, de pouvoir observer. Toi, tu as pris ce que tu avais à prendre et tu t'es dit, ok, ok, il vient dans mes bras, super. Tu le connais? Non, mais c'est la première fois. Et ça me faisait rire. Et en même temps, moi, je regardais, bah ouais, bah écoute, tant mieux, il est dans des bonnes mains, il est entre de bonnes mains, et tant mieux, je peux faire ce que j'ai à faire, et je peux même monter devant avec mon mari dans le van, et il pourra rester derrière avec elle, tu vois, et tant mieux. Donc, oui, c'est juste, c'est là où en fait la différence entre celui qui va rester dans son propre intérieur, dans son ego en fait un peu, hein, c'est un peu ça, et celui qui va accueillir ou accepter et voir ou observer et dire ok, qu'est-ce qu'on a observé, qu'est-ce qu'on a à apprendre de ça, ok, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu veux bien partager avec nous comment il est arrivé dans ta vie? Euh, Avec plaisir, parce que c'est vrai que c'est particulier. À ce moment-là, j'ai 3 enfants. Et même si, quand j'ai rencontré mon mari, on se dit, tous les deux, on est d'accord pour ça, pour avoir 5 enfants. Hein, d'accord. On se dit, oh, 5 enfants, ouais, alors, quand on y pense. Hein. Et effectivement, j'ai eu une fausse couche, une première fausse couche. Et puis, après, j'ai eu mon premier bébé 1 qui est une fille. Et puis, de fil en aiguille, donc j'ai bébé 2 qui arrive, bébé 3, et au bout de bébé 3, c'est-à-dire en vrai, il a sa place de 4. Hein. Quand bébé 3 arrive dans notre vie, je dis, ah, c'est bon, hein, mon corps, il n'en peut plus, j'ai tout donné, c'est bon, ça suffit, j'en veux plus. Et puis, j'ai aussi besoin de rentrer dans ma mission de vie, en vrai. Hein. J'ai besoin de me rendre utile à la vie, et aussi de me dire, de m'épanouir professionnellement. Donc, quand j'étais directrice adjointe d'un supermarché, et j'étais dans le métro boulot dodo, et là j'en pouvais plus. Je me dis que ça y est, je vois plus mes enfants, je vois plus mes 3 enfants, je les vois plus grandir, j'ai à peine le temps de m'occuper d'eux, c'est mon mari qui s'occupe d'eux. Et moi, c'est pas du tout ce que je souhaitais en fait dans ma vie, parce que j'avais repris mes études à 35 ans, parce que j'étais dans la psycho, etc. Et en fait, voilà, j'étais partie sur autre chose, et je passe mon diplôme de management, et
et je me prouve à moi-même que je suis capable, sauf que, en fait, ça ne m'intéresse pas parce que ça ne me correspond pas. Je vois plus, je profite plus de ma famille et de mes enfants. Donc, je décide, après mûre réflexion, parce que je fais de la méditation, je ne cesse jamais de faire de la méditation. Et là, pendant ce job-là, je n'ai plus le temps de faire de méditation, je n'ai plus le temps de me connecter à moi-même. Et là, je me dis non, là, je suis trop en déphasage avec qui je suis. Le fossé s'agrandit, c'est plus possible. Donc, j'arrête. Et je me mets en tant que, je m'installe à mon compte en tant que guérisseuse. Et tout en étant très connectée tout le temps, mais connectée, ça veut dire que je fais des méditations souvent et je veux savoir où j'en suis et j'essaye toujours d'être guidée par mon cœur. Et pendant ces méditations, lorsque j'ai donc démissionné de mon poste de directrice adjointe, quand j'ai démissionné, que je me suis mise à mon compte, à ce moment-là, j'ai comme information, je me vois dans mes méditations, je me vois annoncer à mon mari qu'on va avoir un bébé. Alors, je ne te raconte pas comment te dire que j'ai juste pas du tout envie d'avoir un bébé. Pour moi, je l'occulte complètement. Et pour moi, c'est oui, oui, mon bébé, c'est mon projet là. Oui, je viens de m'installer, donc oui, oui, bien sûr. En plus, on vient d'acheter une maison à ce moment-là, donc on s'est dit oui, oui, très, très bien, c'est parfait. Je vais installer mon cabinet en bas et tout, ma salle de consulte et tout, trop, trop bien. Sauf que, évidemment, bien entendu, 4 mois après, je tombe enceinte. Et c'est là où c'est extraordinaire, c'est que pendant ce laps de temps-là, et c'est moi comme quoi hein, j'étais vraiment occultée, je ne voulais pas l'entendre, parce que c'est vrai que quand on fait l'amour avec nos compagnons, etc., pour les 4 grossesses, en tout cas pour les 3 précédentes, à chaque fois qu'il y a eu fécondation, à chaque fois je l'ai su. À chaque fois, je l'ai senti et à chaque fois qu'on a eu terminé avec mon mari, j'ai dit ça y est, je suis enceinte. Et lui, oui, ok, d'accord. Bon, il a l'habitude maintenant, ça fait 25 ans, mais au début, il se dit quoi? Qu'est-ce qu'il De quoi tu me parles? raconte? Qu'est-ce qu'il me raconte? Et puis là, évidemment, je ne voulais rien entendre. Et c'est là, en fait, mon mari me dit, à la fin, il me dit, euh, t'es enceinte, ma chérie. Quoi? Mais non, mais non, mais non, mais arrête, mais non, mais non, mais non. Et effectivement, donc 4 mois après, en fait, je tombe enceinte. Et magnifique, en fait. Je suis tellement d'accord avec toi que quand, quand effectivement tu dis il y a fécondation ou qu'il y a voilà qu'il se passe la conception, on le sent. On le sent. Moi, je sais que les 2 fois où je suis tombée enceinte, je l'ai senti. Sauf la première fois. Mais comme la première fois, je pense que j'étais comme toi, je voulais pas savoir. Parce que je l'ai pas senti pendant. Par contre, mes guides sont venus dans mon rêve me dire qu'il fallait que j'achète un test de grossesse. Donc, quand j'ai fait le rêve, je me suis réveillée, je fais... Donc voilà, pour le premier. Mais les deux autres fois, je l'ai vraiment senti aussi. C'était particulier. C'était comme si c'était émotionnellement plus chargé. Et je discutais avec un copain qui me disait que lui, il avait carrément vu des ancêtres dans la pièce. Tu vois, genre en train de patienter, genre c'est pour quand, tu vois. Et que ça l'avait un peu flippé. Du coup, il avait freiné des cas de fer. Mais je pense que... en tout cas, ma théorie, parce que je ne sais pas si c'est vrai, mais ma théorie, c'est qu'il y a vraiment une troisième énergie qui est là, à ce moment-là, et qu'en fait, c'est pas juste nos 2 énergies, mais qu'il y en a une troisième qui est déjà là et qui vient créer la vie avec nos 2 énergies, enfin l'énergie du papa et de la maman, quoi. C'est comme si, ouais, on n'est pas seul. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Mm. Je comprends ce que tu veux dire. Alors, je sais pas si tu l'as ressenti comme une troisième énergie ou si tu l'as ressenti autrement. Euh, ça, les deux, les deux. Parce que euh, les trois premiers enfants qui arrivent, l'un, je le sens,
mais je sens comme une troisième personne en fait. Là, je sens vraiment littéralement comme une troisième personne. Et d'ailleurs, pour bébé 1, en fait, à 4 mois de grossesse, je fais un rêve et je rêve que... Et je me réveille le matin et je dis à mon mari, oh, j'ai rêvé que ce serait une fille et qu'elle s'appellerait Nana. Et donc, on cherchait un prénom, ça faisait des mois qu'on cherchait un prénom. On n'était pas du tout là-dessus, sur ces prénoms-là. Et quand je lui dis, j'ai rêvé que ce serait une fille et qu'elle s'appellerait Tana, en fait, je dis, mais waouh, mais c'est super beau comme prénom et tout, c'est super. Et puis, ça y est, le prénom était choisi. Alors, évidemment, le bébé 2, c'était un petit peu différemment. Le bébé 2, c'était plutôt une énergie, c'était comme une ambiance dans la chambre, comme une ambiance où j'avais l'impression d'avoir des sages, des ancêtres, un peu comme ton ami parle. Je n'aurais pas pu définir à ce moment-là parce que je n'étais pas assez éveillée ou en tout cas pas assez au courant Ouverte à ça. de face à ça. Mais évidemment, c'était un peu cette ambiance-là. Et ça s'est pas du tout passé comme le premier. Hein, on avait choisi le prénom et qu'on était d'accord pour ce prénom, etc. Bébé 3, là par contre, bébé 3, c'est pareil. C'était, bah tu vois, bébé 3, c'était aussi une fille. Alors bébé 1, c'était une fille. Et bébé 2, c'était un garçon. Donc, tu vois, hein, c'était un peu différemment. Et bébé 3, c'était pareil. C'était là, j'ai senti tout de suite, j'ai fait, ouais, ok, on n'est pas en train de faire l'amour pour nous là. Je le sens. Ouais. Et là, c'était littéral. Hein. C'était littéral. Là, on n'est pas du tout en train de faire l'amour pour nous. Hein. Ok. Vraiment, c'était incroyable. Et puis, pareil, le prénom était choisi. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis intéressée, ben, non seulement je me suis intéressée à tout ce qui était au féminin sacré, la femme optimale, les cycles de la femme, Miranda Gray, etc. Mais aussi, je m'intéresse à ce moment-là euh, au au fait qu'on ne choisit, on dit toujours en France, on parle de, on ne choisit pas ses enfants, on ne choisit pas sa famille, mais en fait si, on choisit ses parents. Et je m'intéresse parce que avec tout ce que j'ai vécu auparavant, je me dis, il y a un truc, c'est ma fille qui a choisi son prénom, c'est mes enfants qui ont choisi de venir, c'est les enfants qui nous ont choisis. Et à ce moment-là, je lis les 9 marches. Et ça a été un vrai révélateur pour moi. Et quand bébé numéro 4 arrive, et que je ne veux pas que bébé arrive, et quand il est là, je dis à mon mari, on est en train de nous faire un cadeau. Waouh. Mm. J'en ai des frissons quand tu le dis. J'en ai la certitude parce que ce bébé, il est particulier. J'ai fait des soins comme jamais. Je suis devenue végane pendant cette grossesse. Impossible de manger ni de viande. Je mangeais que cru. Et impossible. Cru en Ouais, plus. Pas vegan, cru quoi. carrément. Je ne pouvais pas manger de sucre, à rien, du lait, à rien. Et je fais des soins, j'ai des connexions de ouf à ce moment-là, pendant toute la grossesse. Si bien qu'en fait, comme je suis au courant des 9 marches, je reprends le livre et je me dis, ok, j'y vais, je contacte cet être qui est juste un tout petit fœtus au fil des mois. Et je vois ce bébé au départ qui n'est pas du tout un bébé, je me retrouve devant un être hyper grand, etc., qui ne ressemble en rien à ce futur bébé. Et ça s'arrête, je décide de faire l'expérience, hein, et ça s'arrête à 7 mois. Ça s'arrête au moment, à 7 mois, où je vois un enfant de 14 ans à peu près. Il est blond aux yeux verts et je dis à mon mari, il sera blond aux yeux verts. Ok, donc tu l'as vu, on est d'accord que tu l'as vu d'abord plus C'est vieux, ça. et en Et fait, ça plus régresse. tu faisais par mois, et C'est ouais, ça. plus tu le vois Il jeune. devient jeune, il régresse, enfin il régresse, il devient plus jeune au fil des mois et ça s'arrête à 7 mois de grossesse où après je n'ai plus de contact avec lui, je ne le vois plus là-haut. Ok. Ok. Et
Et du coup, est-ce que tu échanges aussi avec Ah lui? oui. Est-ce que vous discutez? Oui, oui, bien sûr, j'échange. Alors, je pourrais plus te dire ce qu'on se dit, mais ce qui est marquant pour moi encore aujourd'hui, bon, j'ai noté, hein, parce que je tiens un journal intime, évidemment, j'aime écrire, donc je tiens des journaux de mes rêves, de, de mes informations que je reçois, etc. Ça, c'est sûr. Donc, je pourrais le relire. Mais ce qui me marque à ce moment-là, encore aujourd'hui, c'est que, en fait, je sais que le fait de faire des soins aux gens, je sais que c'est l'énergie de bébé. Je sais que c'est cette énergie et que c'est pas la mienne. Enfin, c'est la mienne qui est mélangée, mais je sais que c'est cette énergie à lui, en fait, dont je profite. Parce que quand j'accouche, quand bébé numéro 4 naît, l'énergie, elle s'en va au fil du temps. Et à 4 mois, c'est marrant parce que c'est sur des cycles, tu vois, mais à 4 mois, j'ai un baby blues que je n'ai jamais eu auparavant avec les 3 autres. Et là, je me dis, mais non, mais en fait, mais c'est quand que ça revient, cette énergie? Reviens. Parce que je pleure, j'ai un baby blues de malade, parce que je veux retrouver cet état dans lequel j'étais pendant la grossesse. Ce qui est intéressant parce que, si je me souviens bien, et tu me corriges si je me trompe, mais pendant ta grossesse, certes, tu fais des soins comme jamais, incroyable. Tu as juste besoin de toucher les gens, ils guérissent. Mais il me semble que tu avais perdu aussi, du coup, toute toi, ta Ah connexion. oui, oh là là, incroyable. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que c'est comme si, en fait, euh, c'est comme si moi, la personne que je suis, c'est-à-dire Natacha, euh, elle est effacée parce que c'est le bébé qui prend possession de Natacha. C'est comme si, en fait, ce bébé-là, cette énergie-là, elle prend le relais, tu vois. Donc, c'est extraordinaire parce que j'ai eu l'impression, en fait, de ne pas être moi-même, d'être guidée. Donc, ben, oui, effectivement, pendant tous ces temps, ce mois de grossesse ou ces mois de grossesse où je fais, je sais que c'est pas moi qui fais, en fait. Je sais que c'est pas mon énergie. Et du coup, c'est très perturbant parce que quand, quand bébé naît, il a 4 mois, et je me rappelle très bien, c'était au bout de 4 mois, j'ai plus son énergie, je pleure quoi. Je dis, mais reviens. Et évidemment, hein, je me rends bien compte, là, il est tout petit, tout chétif, tout mignon, et je lui dis, bah, ok, reprends ton énergie, d'accord. Mais moi, en fait, c'est comme si je renaissais avec ma propre énergie, et je me dis, mais ah, c'est ça, ok, d'accord. Du coup, c'est juste extraordinaire parce que je me dis, bah, en fait, c'est comme ça, c'est ça que je veux devenir plus tard. Waouh! Et de souvenir, tu m'as dit aussi que du coup, tu avais perdu tes pouvoirs médiumniques pendant cette Ah période-là. ouais. Et tu m'as dit, ah, mais en fait, ça fait ça, de plus Oh mon Dieu. avoir, de pas être médium, en fait, Alors, d'être quelqu'un de normal. alors ça, je l'ai vécu aux 4 grossesses. Parce que, en fait, alors là, oui, c'est extraordinaire ce que tu dis parce que j'avais oublié. C'est que, et à chaque fois, je le dis, en plus, je le raconte parce que je le dis, en fait, chaque enfant, chacun de mes enfants ont une partie de moi. Donc, par exemple, bébé 1, elle a la clairvoyance, mais en fait, elle reçoit tout dans ses rêves. C'est-à-dire que tout se passe dans ses rêves et elle se réveille le matin, elle dit ah maman, il s'est passé ça, donc il va y avoir ça, ça, et puis il y a eu ça. Et donc elle est, c'est que des rêves prémonitoires et que des rêves très forts. Bébé 2, lui, il est un peu chaman, un peu beaucoup. En fait, bébé 2, il fait des trucs, c'est un grand sage, etc. Et donc, bon, chacun, ils sont carrément différents parce que bébé 3, c'est une petite fée. Donc, et elle parle aux animaux, elle a le langage. Et tout ça, c'est quand ils sont petits, bien sûr, parce que quand ils grandissent, ils choisissent hein, d'être ce qu'ils veulent. Et pendant toutes les grossesses, je perds tous mes pouvoirs. C'est-à-dire, je dis ça littéralement parce que, en fait, tous mes dons se perdent
et j'ai l'intuition, j'ai l'impression que je donne tout au bébé. Sauf que, en fait, c'est très difficile à vivre pour moi qui vis avec mes dons, mon intuition, mes connexions. Quand je rencontre quelqu'un, je sais de ce qu'elle me dit, je sais qui c'est, etc. Et là, je rencontre les gens pendant mes grossesses et je me dis, il fait beau, hein. Il fait beau, hein. Voilà. Et c'est tout ce que je peux dire parce que il ne se passe rien. Je n'ai rien sur les gens. Et c'est Ça, c'est le terrible. bip. Et je me dis, ah, c'est ça. Ah, mais en fait, je veux pas être ça, en fait. Je veux pas. C'est drôle parce que comme j'ai été enceinte après savoir toute ton histoire, j'ai fait attention. Et moi, j'ai rien perdu. Par contre, effectivement, j'ai vraiment ressenti que j'étais plus intuitive qu'avant pendant ma grossesse. J'avais beaucoup plus de messages et j'ai eu comme toi, alors pas du tout au même niveau, mais ma fille dans mon ventre faisait parfois des soins aux autres, surtout quand je donnais les formations Theta Healing. Et ce qui est drôle, c'est que comme ça arrivait pendant les formations Theta Healing, bah, j'ai des élèves qui ont vu aussi ce soin partir de mon ventre et aller. Mais elle faisait que les soins où c'était envoyé de l'amour inconditionnel. Le reste, ça l'intéressait pas, clairement. J'adore. Mais c'est vrai que c'est drôle à vivre, quoi, parce que comme tu dis, bah, t'es pas toi pendant ta grossesse, finalement, t'es pas que toi, quoi. T'es pas que toi. Mais c'est vrai que ça peut être aussi assez perturbant et je crois que on le vit tous plus ou moins parce que on a cette énergie. Je me rappelle, ne serait-ce que, tu sais, de façon très basique, pendant bébé 1, je mangeais que des kebabs. Sauf que de la viande en fait. Je mangeais que des kebabs. Sauf que j'avais envie de frites. Bon, j'ai toujours eu envie de frites pendant mes grossesses. Du coup, c'était tu sais, le curseur qui disait ma chérie, t'es enceinte. Tu vois, donc bon, c'était drôle. Mais pendant bébé 1, en fait, je mange que des kebabs, que des trucs comme ça. Aujourd'hui, bébé 1, ma fille qui a 22 ans, ne supporte pas, elle ne mange pas ce truc-là. Elle ne supporte pas. Très drôle. Bébé 2, je mange que du poisson. Je va savoir, hein, d'accord? Je ne mange que du poisson. Bébé 2 aujourd'hui, mon garçon qui a 20 ans, ne supporte pas, n'aime pas le poisson. Tu vois, donc rien que ça en fait. Bébé 3, je mange que de la viande rouge, presque saignante. Bébé 3, on a mangé un tout petit peu et comme si en fait il avait saturé. Bébé 3 qui aime une fille ne mange plus de viande rouge, elle mange que de la viande blanche. C'est comme si, tu vois, ne serait-ce que en fait de façon très très littéraire, hein, très basique, en fait, il se passe des choses en nous, nos hormones, elles nous font changer des choses et on le sait, on le sent et c'est OK en fait. Ouais, ouais. Et donc, est-ce que bébé 4 ne mange plus de cru? Alors bébé 4 ne mange absolument pas de lait, il est intolérant au lait de vache et il ne mange absolument pas de cru. Lui qui sort, il est vegan. D'accord, c'est d'accord, hein. Il reste vegan jusqu'à 3 ans, jusqu'à ce qu'il aille à l'école. Après, il mange de la viande. Je me dis, mais ok, bah, on va le laisser faire. Il a besoin de vivre ça, il a besoin de vivre son expérience. Alors que pendant ces 3 premières années de sa vie, je ne peux pas lui faire manger de la viande. Ouais, ouais, ouais. Ma fille s'est mise à la viande et au poisson il y a pas longtemps. C'est drôle de les voir. Ils ont vraiment déjà des choix très précis, quoi. Mm. Très précis. Et on s'en rend compte, hein, on s'en rend compte bien, parce que en fait, ce qui m'a marqué, c'est que pendant les 3 premières années de sa vie, à bébé 4, il me racontait des choses, jusqu'à 6 ans d'ailleurs, il me racontait des choses, il me disait des choses, et j'avais pour habitude en fait, de l'écouter. Parce que quand à 5 ans, il me dit, à la sortie de l'école en maternelle, il me dit, on va voir machin aujourd'hui. Je dis, bah non, pourquoi on va voir... Ah bah si, elle est au fond, elle est au bout de la rue. Euh,
Ah bah si, on va la voir, effectivement. Alors que lui, impossible, il peut pas la voir au bout de la rue, puisqu'il connaît pas sa voiture, il connaît pas, tu vois. Et quand à 3 ans, il me dit, ou à 2 ans et demi, il me dit, je peux pas aller jouer dans la chambre. Je dis, mais pourquoi tu peux pas aller jouer? Bah, parce qu'il y a le dragon qui me fait peur. Hein. C'était la chambre de sa grande sœur, évidemment. Et donc, évidemment, alors là, on se dit, oui, bon, c'est bon, tu sais, hein, quand on est normal, enfin, quand on est moldu plutôt, hein, on se dit, bon, ça va, t'inquiète pas, c'est pas grave. Mais moi, je vais voir, en fait. Et effectivement, je vois, et qu'est-ce que je perçois? Un gros dragon sur son lit, comme ça, au pied du lit, et un gros dragon bleu. Et je fais, ok. Donc, j'arrive dans la pièce et je dis, hey, tu lui fais peur, tu peux diminuer, peut-être tu peux. Tu peux te mettre sur le toit. Oh, voilà, effectivement, tu as raison, parce qu'il est parti sur le toit. Mais c'était le dragon imaginaire de ma grande fille, en fait, de la sœur aînée, tu vois. Donc, effectivement, on perd l'habitude de ça. Et alors, et là où je voulais en venir, c'est que euh, nous, en tant que parents, ça nous désarçonne un peu quand même, parce que on se dit, mais attends, je suis dans quel monde là? Alors, on l'a été, nous aussi, hein, on a été pareil. Mais nos parents, pardon, nous ont dit à un moment donné, bon, t'arrêtes, hein, c'est bon maintenant, t'es grand, tu vas grandir, t'arrêtes avec ton imaginaire. On nous a dit ça, hein. Mais en vrai, Ouais, ouais, tu vois, ouais. c'est ça, hein. Et donc, on s'est adapté à notre société. Mais moi, en tant que maman, je n'ai pas du tout eu envie que mes enfants soient obligés de s'adapter, en tout cas dans la maison. Donc, j'ai favorisé, ou en tout cas, je ne les ai pas arrêtés. Et c'est vrai que quand le bébé cat était petit, je lui parlais en light language. Et à un moment donné, alors il adorait, hein. Et puis même, je faisais des séances quand il était bébé avec les gens, je faisais du tambour. Et à un moment donné, à 3, 4 ans, hein, de toute façon, dès qu'il est parti à l'école, hein, à un moment donné, je reprends, je parle en language, je me dis, non, maman, arrête, arrête, arrête. Il voulait plus rien entendre. Terme. Waouh, waouh. Ok, pour ceux qui ne connaissent pas le light language, c'est ce qu'on appelle aussi en français le langage des étoiles ou le langage de l'âme. Mais c'est quand on a la capacité de canaliser des langages qui viennent soit d'autres planètes, soit qui viennent même de la Terre. Ça peut être aussi des langages de peuples aborigènes, ça peut être le langage de la forêt, ça peut être tout ça. Je vais mettre en description du podcast le lien vers la vidéo qu'on a fait avec Natacha où on parle du light language et on explique ce que c'est si jamais ça vous intéresse. Mais ouais, super intéressant de... Moi, j'ai ma meilleure amie aussi qui a eu pareil, sa première fille avait voyait plein de choses au point de dire à son père, tu te souviens qu'on a été frères dans une vie passée et des choses comme ça. Et elle m'a dit à 5 ans, et elle c'était vraiment à 5 ans pile, elle dit voilà, sa fille était tellement ouverte, elle voyait tellement, elle percevait tellement de choses qu'elle a dit maman, ça me fait trop peur et je sais plus qu'est-ce qui est vrai. Et, enfin, elle a pas dit peur, elle était confuse, maman, je comprends plus qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est pas vrai. Et elle a essayé de la rassurer, mais sa fille est partie se coucher et le lendemain matin, elle s'est réveillée, elle avait tout fermé. Donc même si tu grandis, je pense, tu sais, dans une famille qui accueille tes dons, etc., ben, l'enfant peut quand même choisir de fermer ou pas les portes qu'on a. Effectivement, comme tu dis, on est tous avec des dons, mais on choisit d'en fermer à différents âges, quoi. Mais je trouve ça intéressant qu'il y a un moment où... Et puis, et puis pour moi, en fait, c'est très logique ce que tu dis, parce que même si tu vis dans une famille qui, tu vois, moi, en fait, pour le coup, je continue à pratiquer, en fait. Je continue à être à mon compte, je continue à faire de l'hypnose devant mes enfants. Évidemment, ils savent ce que je fais, plus ou moins, hein. Mais ils ferment ça, en fait. C'est-à-dire qu'ils ferment ça à l'extérieur, mais à la maison, parfois, on en parle. Mais c'est pas pour autant que ça doit être leur quotidien et leur vie 24 heures sur 24, hein.
Ils ont une façon de faire qui fait que, ouais, ben, en fait, ils ont besoin de vivre la vie là, sur Terre, ils ont besoin de l'expérimenter. Et pour moi, c'est très logique, parce que ils peuvent pas rester perchés, les gosses, hein. Parce que en fait, ils sont venus ici s'incarner ici, sur Terre, c'est pour vivre des choses de la Terre. Et je leur dis, en tout cas en ce qui me concerne, je leur dis, ok, tu veux changer le monde? Eh bien, rentre dans le système, rentre dans le monde, observe-le, et après, tu pourras changer le monde parce que tu le connais bien. Ouais, ouais. Et du coup, si je peux te demander, est-ce que bébé numéro 4, est-ce que lui, il t'a dit d'où il venait? Est-ce qu'il t'a donné des informations sur où il était avant de venir? Absolument pas. Il m'a juste, alors c'est vraiment très très beau, et en même temps ça a été très surprenant, mais à cette époque, non, vraiment il y a un truc. Il m'a jamais dit d'où il venait. Il me parlait, tu vois, il me disait les dragons, parce qu'il voyait, tu vois, il parlait de choses comme ça. Quand il a pu parler, parce qu'en plus, mon fils a marché plus qu'il n'a parlé, hein. Il a développé plus tout ce qui est physique plutôt que la parole. Et on déménage, parce que nous, on a beaucoup déménagé dans notre vie. Et quand on arrive sur Chartres, là où je vis actuellement, bébé 4 a 3 ans. 3 ans et demi, oui, 3 ans et demi, 4 ans. Et oui, 4 ans, il a 4 ans. Et puis on se balade dans Chartres. Et là, ça a été vraiment très, très flagrant, où avec mon mari, on s'est regardé, on a dit, ok, d'accord. Et il voit une photo d'un homme sur Chartres. Chartres est très marqué par Jeanne d'Arc, et par tout ce qui est très... Je pense aussi c'est la voie des Madeleines, mais bon, ils le disent pas comme ça, hein, mais très marqué par les guerres de religion, et notamment Jeanne d'Arc et tout. Et puis, il voit une photo, donc c'est une photo. Alors, entendons-nous bien, hein, je ne dis pas que mon fils est le fils incarné de la résistance ou n'importe quoi, hein. On est d'accord, parce que pour moi, les vies antérieures, parfois on a juste cette mémoire-là qui nous sert à quelque chose dans notre vie actuelle, et c'est pas pour autant que mon fils a été incarné le personnage en question. Mais Ouais. ce qui est assez troublant, c'est que il voit juste la silhouette du fils de la résistance, tu sais, le chapeau noir, il est fermé. Comment il s'appelle? Je me rappelle plus. Euh, Alors je peux pas t'aider parce que je connais pas le nom. c'est pas grave. C'est pas très grave, parce qu'en fait, c'est juste une peinture qui est faite sur un mur. Et puis, il nous regarde et il nous dit, oh maman, regarde, c'est mon papa avant. Quoi? Quoi? Ok. Et heureusement, à ce moment-là, moi, j'ai déjà fait, je suis déjà très informée, et mon mari, par la même occasion, de tout ce qui est hypnose, hypnose spirituelle, hypnose QHHT. Donc, je sais que ça peut être fort possible d'aller vivre des choses dans les vies antérieures, et de revenir avec des mémoires, et de s'en souvenir là dans cette vie. Et là, oh papa, regarde, oh maman, regarde, c'est mon papa avant. Quoi? Et alors là, du coup, bah, j'en profite, il est tout petit, la mémoire, elle est encore vive et tout. Et je lui dis, Ouais. ah bah mon papa, il est mort, je me rappelle, il est parvenu. Ok, Waouh. d'accord. Et ta maman? Et là, impossible de lui faire sortir quoi que ce soit, aucune information sur sa maman. Il ne veut pas. C'est comme si je comprends pas. Donc j'insiste pas, bien sûr, parce que évidemment c'est pas le lieu, et puis que voilà. Mais c'était très fort. Et une autre fois, on se balade donc autour de Chartres. Donc autour de Chartres, c'est la Beauce.
c'est plein de champs et c'est plat. On appelle ça la Beauce. Et il me dit oh maman, donc on se balade et là il y a la Beauce, un grand champ et on voit la cathédrale au loin. Il dit oh maman, je me rappelle, c'est là où je me suis battue et où je suis mort. Quoi? Et là je Ok. me retourne. Ah d'accord, ok, évidemment. Et donc évidemment, on a tendance à se dire bon, j'aimerais bien qu'il m'en dise un peu plus et tout. Puis finalement, bah non, il nous dit que ce qu'il a besoin de dire à ce moment-là, et ça passe. Ouais, ouais. Waouh. Et au-delà du soin qu'il m'a fait en me sautant dessus, est-ce que tu sais s'il a fait d'autres soins à d'autres personnes? Oui, tu as raison. Je sais que j'ai eu l'intuition. Alors, j'ai eu des gens qui m'ont dit waouh, ton fils, il est extraordinaire. Il vient de me faire un câlin aussi, comme toi, pareil. C'était comme si, en fait, quand il était petit, il allait vers des gens et il allait dans les bras et je savais qu'il se passait quelque chose derrière. Je savais, je l'observais, je savais qu'il se passait des choses derrière. Donc oui, mon fils a eu et en fait, on pourrait penser que c'est juste la candeur, tu vois, de l'enfant, la pureté ou en tout cas l'innocence qui fait que, il a une énergie pure et qu'il donne de l'amour sans contrepartie. OK, ben, ça aussi c'est concevable et puis c'est acceptable, hein, en fait. Sauf que avec l'intuition et avec le regard que j'ai de ça, je vois ce qui se passe. Je vois qu'il y a des choses qui se baladent énergétiquement et qu'il ne fait pas que ça. Mais en Ouais. fait, je ne vais pas pousser les gens et je ne vais pas pousser mon fils à faire quoi que ce soit. Et puis, je ne vais pas demander alors, ça t'a fait du bien, hein? Ça t'a fait du bien? Non, non, parce que Oui, ça se passe naturellement, quoi, au final. c'est ça, C'est je l'accepte comme ça et puis sinon, en plus, j'utilise mon enfant pour ça, alors que, c'est inapproprié pour moi de faire ça, tu vois? Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Ouais, c'est comme, Amma pour, ceux qui connaissent, qui est vraiment, cette femme gourou indienne qui aussi, le seul soin qu'elle fait, c'est qu'elle prend juste les gens dans les bras et ça fait des soins incroyables, quoi. Donc comme quoi il faut pas, le pouvoir de juste prendre quelqu'un dans les bras peut être déjà, énorme, quoi. Énorme. Surtout, Mais surtout d'un enfant, alors que ce bébé 4, par rapport à bébé 1 qui, quand tu es au même âge, allait dans les bras de tout le monde. On lui disait: «Oh, elle est mignonne, tu viens?» Et bah, elle venait en fait. Moi, il fallait que je la surveille, il fallait que je la tienne comme si, en fait, il fallait même que je la mette en laisse pour pas qu'elle parte avec n'importe qui. Parce elle pouvait se faire enlever, elle pouvait et il y avait même pas besoin de crier, c'était: «Oh, tu es mignonne, tu viens?» Et elle suivait en fait, hein. ouais. Alors que bébé 4, c'était pas du tout ça en fait. Bébé 4, il observait, il regardait, il allait, j'étais tranquille. Je ne, j'étais tranquille. Il allait pas vers n'importe qui. Mais je savais qu'à des fois, il allait vers une copine, vers un pote. Ouais, il faisait ça. Il allait, il se mettait sur ses genoux et le gars et l'ami en question, ok, qu'est-ce qui se passe? Et je savais ce qui se passait en fait. Il se passait quelque Ouais, chose. ouais, ouais. Magnifique. Et je pense que tout le monde veut savoir, mais du coup, est-ce qu'il est blond aux yeux verts? Il est blond aux yeux verts. Alors, tu me diras, c'est facile, d'accord? Mon mari, il est blond aux yeux bleus. Mais en fait, non, parce que la première, bébé 1, est blond aux yeux bleus. Bébé 2 est blond et marron, enfin brun aux yeux marrons. Bébé 3 est blond, pardon, est brune Brune. aux yeux verts. Donc, comment te dire que là, c'était la loterie, quoi. On ne pouvait pas Ouais, savoir d'avance. Mais oui, il est blond aux yeux verts. OK. Et est-ce que tu dirais alors je sais pas si tu as apporté des super pouvoirs dans ta vie, depuis que tu as accouché de lui, mais en tout cas, est-ce qu'il a été une inspiration pour le livre que tu as Ah, écrit après? complètement. En fait, le livre que j'ai écrit, le premier tome de Anaya, Fille des étoiles, je l'ai écrit quand je suis enceinte. OK. Je me souvenais pas que tu l'avais écrit enceinte, OK. Je l'ai écrit à ce moment-là.
et j'écris les 9 tomes. J'écris tout le squelette de tous les tomes. Pour moi, il y en avait 9 à cette époque. Et j'écris tout à ce moment-là. Comme je suis alitée parce que, en fait, je suis toujours malade pendant toutes mes grossesses. Et là, ça y coupe pas. Je suis malade jusqu'à 8 mois, 8 mois et demi. Ouais, c'est vraiment, Ouais. c'est un corps étranger qui est dans mon ventre, en fait. Donc, forcément, mon corps, il dit, bah non, en fait, non. Donc, bon. Et en fait, je suis allongée, enfin, je suis pas allongée, je suis assise dans le lit les 3 quarts du temps et j'écris. J'ai plein de cahiers et j'écris tout le squelette. Et effectivement, tu as raison, j'écris Anaya, fille des étoiles et en canalisation, en fait. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu veux bien, sans tout dévoiler du livre, mais donner un peu, un aperçu de ce que tu racontes dedans ou de quoi ça parle? Pour que si jamais quelqu'un est intéressé, En fait, tu as raison parce que quand je l'écris, j'ai toute l'histoire qui vient. Évidemment, un livre, même si le meilleur écrivain, en tout cas, je ne suis pas le meilleur écrivain, je ne suis pas la meilleure autrice, je ne suis pas le meilleur auteur. Donc, moi, j'ai besoin de travailler mon texte, en fait. D'accord? Et quand je le reçois en canalisation, évidemment, euh, il est pur. Il est brut de chez brut, hein, d'accord? Et puis, je me rappelle, en plus, c'est toi qui m'as beaucoup aidée parce que quand je l'ai écrit, je te demande, Nina, est-ce que tu peux me le lire, s'il te plaît, et me dire ce que tu en penses? Et je me rappelle que tu lis les premières pages et tu me fais un retour et tu me dis, bah, Natacha, qu'est-ce que tu as voulu, c'est quoi ton message? Est-ce que tu as voulu faire une thèse sur le chamanisme ou tu as voulu écrire une histoire? Et là, bon, je vais revoir ma copie. je me souviens bien. Et écoute, tu m'as énormément aidée parce que, en fait, effectivement, comme je l'avais reçu en canalisation brute et que je m'en rends pas compte à ce moment-là, bien sûr, eh bien, en fait, j'ai travaillé là-dessus. Et j'ai mis 4 ans à le remanier, à le recorriger, à me dire, OK, c'est comme ça. Et j'ai mis 4 ans, en fait, à me former à l'écriture aussi. Enfin, j'ai pas mis 4 ans, mais à ce moment, pendant cette période-là, je me forme à l'écriture. Et ce qui a été flagrant, c'est que je décide d'écrire ce livre. Alors, je choisis plutôt d'écrire ce livre euh, sous la forme d'un roman, en passant mes messages, en me disant, bah, les gens, ils prendront ce qu'ils voudront. S'ils veulent le prendre sous la forme d'un roman, c'est OK. S'ils veulent prendre plus, eh ben, tant mieux, parce qu'il y a des choses dedans. Et c'est l'histoire, et c'est là où c'est juste génial, et je me rends compte que je l'ai pris et que ce bébé-là, en fait, cette énergie de bébé 4, est là aussi, parce que plus tard, quand bébé 4, il arrive à l'école et qu'il n'aime pas l'école, il a peur des adultes, il a peur des cris, il ne supporte pas les cris, il ne supporte pas la sévérité, il ne supporte pas tout ça. Je me dis, bah, oui, évidemment, 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 puisque ce livre parle de donc l'héroïne qui s'appelle Anaya, qui en fait va mourir. Donc ça, c'est le tout début du livre. Elle a 200 ans et on est dans le futur, bien sûr. Hein, et en fait, elle va parler de son initiation, de quand elle a commencé son parcours initiatique à 7 ans. Et son parcours initiatique à 7 ans, c'est l'histoire de toute sa communauté, qui est une communauté des éveillés. Et chaque année, en fait, on va leur apprendre un don particulier pour les faire entrevoir que ils ont un don en eux et pour révéler le leur. Comme ça, ils pourront aller dans un clan plus tard, à 21 ans. Et donc, c'est exactement cette histoire et c'est en fait ce que je suis en train d'écrire à ce moment-là, quand je suis enceinte du bébé 4, je suis en train d'écrire ma vision idéale de l'éducation, ma vision idéale de l'école et du monde futur. Et quand bébé 4 arrive à l'école et qui me dit « Maman, je veux pas aller à la cantine.
Ok, tu vas pas à la cantine, très bien, parce que c'est trop violent pour lui. Il y a trop de violence, ça bouge trop. Et puis qui me dit à 5 ans, maman, j'ai peur de la maîtresse. Et à 6 ans, j'ai peur. Et que ça dure jusqu'à 9 ans. Je me dis, bah oui, mais en fait, je l'ai écrit. Hein. J'ai écrit. C'est lui. T'aurais dû le savoir. J'aurais dû savoir que c'était lui qui me disait, mais maman, c'est comme ça la vie, c'est comme ça que je veux que l'école soit. Donc, évidemment, c'est juste extraordinaire. Sauf que, bah oui, c'est un roman. Je suis pas là, et puis je suis pas maître de l'éducation nationale. Je suis pas là pour changer ça. Mais en tout cas, je suis ravie de pouvoir l'écrire et le tome 2 également parce que je me dis, bah, en fait, si ça peut inspirer d'autres personnes qui se sentent de créer des choses, bah, j'ai gagné. Ouais. Ouais. Merci pour ce petit résumé. Et on va bientôt finir, bientôt clore, mais j'avais envie de te demander si du coup tu avais un conseil à donner aux mamans qui étaient intuitives et qui étaient maintenant enceintes. Quel est le conseil que tu aurais envie de donner? Tenez un journal. Carrément. Tenez un journal. Regardez ce qui se passe parce que quand bébé arrive, on oublie tout. Et Ouais. il peut se passer dans des rêves. Il peut se passer aussi le moindre petit truc, comme toi tu disais quand tu faisais du detailing et que ton bébé, à ce moment-là, qui est dans ton ventre, se manifeste, tu le sens bien quand il fait que des envois d'énergie, D'amour d'amour inconditionnel. inconditionnel. En fait, ça, tu l'oublies après quand bébé est grand et quand il grandit parce que comme tu suis son évolution, en fait, tu ne te rappelles pas en fait de ce qui se passe. Ça, c'est la première chose, je dirais, tenez un journal en fait. Tenez un journal parce que votre enfant qui est particulier jusqu'à l'âge de 3, 5 ans, jusqu'à ce qu'il aille à l'école, jusqu'à ce qu'il switch parce qu'il a envie de choisir, il a besoin de vivre sa vie en tant qu'humain et, et qu'il a besoin d'expérimenter l'humain en fait, il va plus être ce qu'il était. Et lui, cet enfant-là, à un moment donné, il va avoir besoin de se reconnecter à ça, il va avoir besoin de revenir, en tout cas, il va vous poser des questions. Et tenez un journal parce que, en fait, vous pourrez lui dire, ah ben oui, quand tu étais bébé ou quand tu faisais ça, ça, et ben voilà. Parce que c'est juste un vrai cadeau pour eux, en fait. Et Ouais. puis, deuxième conseil, je dirais aussi, eh bien, vivez-le, en fait. Acceptez. Acceptez qu'en fait, c'est pas vous qui contrôlez, en fait. Acceptez. Acceptez. J'ai eu, juste pour la petite anecdote, et comme quoi c'est particulier, mais je me rappelle quand tu étais enceinte, je te disais, non, non, je ne te dis rien, je ne te parle pas de l'accouchement, je ne te dis rien. Tu te rappelles, hein? Mais je te dirai Oui, je me je te rappelle. dirai plus tard, je te dirai plus tard. Et encore, j'avais pas très envie parce que je ne voulais pas te dégoûter parce que, et en même temps, je sais même pas ce qui m'appartient, ma vie m'appartient. Ça ne veut pas dire que tu vas vivre la même chose, mais comme on est souvent influencé par les oui-dire de chacun, on se laisse souvent par peut-être envahir par des peurs ou des oh là là, il y a machin, ça s'est mal passé, mon ami, ça s'est mal passé, ou ah ben non, au contraire, ça s'est bien passé. Aux accouchements de bébé 2, en fait, j'ai failli y passer. Il est né, le bébé 2, un petit garçon est né avec le cordon autour du cou. Et en fait, la péridurale s'est très mal passée pour moi. Il a fallu que j'accouche comme à l'ancienne. Sauf que comme il avait le cordon autour du cou, à chaque fois que je poussais, il remontait. Du coup, la péridurale, j'étais épuisée au bout de je ne sais combien d'heures d'accouchement. Et quand il est arrivé, en fait, mon mari, en fait, m'a assisté aussi, on peut dire ça. Il m'a dit, allez ma chérie, maintenant on y va, on y va. Ce que je ne savais pas, c'est que la sage-femme qui me fait la péridurale, enfin, c'est pas la sage-femme, c'est donc
comment on appelle qui fait Le gynéco? Ah, l'anesthésiste. l'anesthésiste, qui me fait la péridurale, voit que ça ne marche pas. Parce que ils trouvent pas en fait ça ne fonctionne pas, ils trouvent pas l'aiguille et donc la sage-femme, ce que je ne vois pas, c'est que la sage-femme va voir mon mari qui attendait depuis des heures, enfin depuis très longtemps parce que il a assisté la première fois et il dit euh, c'est plutôt long là, c'est bizarre, comment ça se fait? Donc il s'inquiétait. Et ce que je ne sais pas, et ça je l'apprends bien des années plus tard, après bébé 2, hein, quand bébé 2 a au moins 2-3 ans, il parle à sa mère et il raconte ça. Et moi, j'assiste à ça et je ne le savais pas. Il me raconte que la sage-femme est allée le voir pour lui dire, bon, monsieur, euh, votre femme, la péridurale ne marche pas et il va falloir, elle commence à s'épuiser, bébé s'épuise, il va falloir la maintenir réveillée, il va falloir l'aider à accoucher de façon naturelle et il va falloir la maintenir réveillée jusqu'au bout parce que sinon, vous les perdez tous les deux. Quand mon mari arrive et que je le vois Waouh! complètement, moi je suis complètement comme ça, et que je le vois en pleurs et qu'il me dit allez ma chérie, maintenant on y va, je peux te dire que oui, effectivement. Cette expérience-là, et c'est pour ça que je voudrais dire encore pour les femmes, toutes les personnes qui sont enceintes par exemple et qui sont intuitives, mais même pour tout le monde, je dirais que tout est juste dans la vie. Parce que cette expérience-là, qui malgré tout est traumatisante, hein, derrière, j'ai eu bébé 3 qui est arrivé. Et bébé 3, et c'est ce que je disais tout le temps, ben bébé 3 en fait m'a réconciliée avec l'accouchement et la grossesse, parce que bébé 3 est arrivé comme une lettre à la poste. Il est arrivé. C'était un tout petit bébé. Bon, je suis pas très grande non plus, donc c'était facile parce que les autres étaient des gros bébés, hein, comme le papa. Et le bébé 3 arrive tout naturellement. À 6 heures du matin, je me réveille, je dis chérie, c'est bon, c'est l'heure, on va à l'hôpital. À 9 heures, elle était née parce que je décide à ce moment-là, je dis à la sage-femme non, non, c'est bon, on y va. Vous voulez pas une péridurale? Non, non, là, on y va, c'est bon, on y va. Parce que je le sens comme ça, en fait. Donc, j'accouche, elle sort comme une lettre à la poste, dans une poussée, pouf, elle arrive. Petit bébé, hein, donc Comme une fée, en fait. exactement, mais complètement comme une fée. Et je le dis, hein, je le dis aux autres, elle m'a réconciliée avec les accouchements. Et avec les grossesses aussi, parce que c'était risqué quand même d'avoir vécu ce deuxième accouchement très douloureux et très traumatisant. Ce qui fait que quand Ouais. le bébé 4 arrive, et ça c'est extraordinaire, et c'est pour ça que je dis, vivez les choses, mais sachez que tout est juste en fait. Accueillez les choses comme elles arrivent, parce que quand le bébé 4 arrive et que je sens que c'est le moment, alors attends, je voudrais te dire un truc, et non, on ne se connaissait pas. Mais tu te rappelles, je t'avais déjà raconté, je t'avais dit, mais moi, je voulais accoucher à la maison, bébé 4. C'est royal, je connais, moi, c'est bon. Donc, J'en ai fait 3. j'en ai fait 3, c'est bon. Donc, j'avais dit à tout le monde, à ma famille et tout, aux enfants, mais c'est bon, on accouchera à la maison. Ce bébé naîtra à la maison. Naîtra à la maison, pardon. Ah bah non, tu parles. Ah, je me rappelle, à 10 heures du matin, je dis à mon mari, chérie, il arrive. Ok. Donc mon amour, hein, mon mari, il se précipite pas. Je lui dis, chérie, faut qu'on aille à l'hôpital. D'abord déverrouiller votre iPhone. Je lui dis, voilà. Il y a aussi, tu vois, ça c'est juste magique. J'ai mon téléphone qui a envie de parler. De participer à la conversation. Et je dis à mon mari, non, non, faut qu'on aille à l'hôpital. Et là, mes enfants, mon mari, quoi? Mais tu voulais pas accoucher à la maison? Non, non, il faut aller à l'hôpital. Et je ne sais pas pourquoi je dis ça. Non, non, là, faut vraiment y aller. Donc, on part à l'hôpital, on arrive, je sens que le travail commence à se faire. Et je suis rassurée hein, d'être là. Et je commence à me dire, non, il y a un truc. Et donc, je commence à pousser parce que, évidemment, le travail commence. Il y a une sage-femme qui vient et qui me dit, OK, madame, allez, on y va, on y va. Je commence à pousser et là, je sens qu'il y a un truc. Et je lui dis,
Alors que, évidemment, je t'ai dit que j'avais déménagé, donc je n'accouche pas dans le même hôpital. Mon dossier médical, il n'est pas suivi, tu vois. Donc, personne ne me connaît. Personne n'a ce suivi-là avec moi, par contre. Et donc, je dis à la sage-femme, et je dis à mon mari, ça fait comme bébé 2. Et donc, mon mari comprend complètement ce qui se passe. Et je dis à la sage-femme, il me faut une péridurale. La sage-femme me regarde, elle me dit, quoi? Elle comprend rien, évidemment. Alors, et là, mon mari dit, si, en fait, si, on sait ce que ça fait. On sait ce que ça donne. Alors, je lui explique, je lui dis, en fait, j'ai eu au bébé 2, le bébé avait le cordon autour du cou et ça s'est pas très bien passé. Il a failli passer. On a dû faire une péridurale. Ok. Tu dis une péridurale ou une Une césarienne? césarienne, pardon, oui, excuse-moi, une césarienne. C'était la césarienne, oui, c'est ça que je cherchais. Il faut faire une césarienne. Et donc, elle me regarde avec des grands yeux. Elle me dit, bon, je vais voir la sage-femme, le chef de service. Je vais aller le voir. Je reviens avec la gynéco, c'est la gynéco, et on va voir comment vous poussez. Et puis on va voir ça. Sauf que moi, je sais ce qui se passe. Et c'est ça qui est magique, c'est qu'en fait, bien sûr, les médecins, et je ne remets pas du tout en cause les médecins pour ça, mais nous, on sait en fait, c'est notre corps et on sait ce qui se passe. Et c'est pour ça que je dis tout est juste, parce que l'expérience que j'ai vécue avec bébé 2 me permet de dire à bébé 4, j'ai besoin d'une césarienne, je suis fatiguée et bébé ne va pas bien. Et à ce moment-là, donc le gynéco arrive. Bon, allez, ok, d'accord, madame, on va voir comment vous poussez. Je pousse, j'attends la contraction, je pousse. Elle me regarde, elle me dit, bon, on va faire une césarienne. Elle me met en césarienne, bébé naît, sort, donc elle sort le bébé. Bébé avait le cordon autour du cou, il était pratiquement très très mal en point. Ouais. Et là, moi, Ouais. complètement, j'ai failli lui dire, voyez, je vous l'avais dit, quoi. Là, évidemment. Je suis d'accord avec toi, c'est tellement important de s'écouter pendant l'accouchement. Tellement important. Tellement important. Ok. Merci beaucoup, Natacha, pour tout ce partage. Merci d'avoir été vulnérable. Merci. Merci d'avoir partagé ça avec nous, parce que je pense que on parle pas assez de la magie qui peut se passer avant la grossesse, pendant la grossesse, après la grossesse, et de la sacrée initiation que c'est. Donc ouais, merci à toi. Et ça a été un plaisir de passer ce moment avec toi. Merci beaucoup, Nina. C'est très, très sympa. C'est même un vrai honneur d'avoir été là pour ce podcast. Merci beaucoup de m'avoir laissé partager ma vie. Avec grand plaisir. Et je vais mettre en description du podcast tous les liens des choses dont on a parlé, ton livre, le Like Language et d'autres choses. Voilà. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi En toute vulnérabilité. J'espère que cet épisode t'a inspiré ou au moins fait passer un beau moment. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le montrer en laissant un commentaire ou quelques étoiles à paillettes. Cela aidera d'autres personnes à le trouver. Tes retours sont super importants pour moi car ils m'aident à grandir et à faire évoluer ce podcast pour qu'il soit encore plus parlant. Tu trouveras toutes les ressources mentionnées dans cet épisode en description. Et si tu veux continuer cette discussion ou simplement partager tes réflexions, rejoins-moi sur Instagram en cherchant Nina Cagnac ou Pegasus Gate. Le lien est dans les notes de l'épisode. J'ai hâte de te rencontrer et d'échanger avec toi. Encore merci pour ton temps et ta précieuse écoute. Prends soin de toi et à très bientôt pour de nouvelles aventures En toute vulnérabilité.